Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux fondamentaux de la réussite quand on est à son compte. Et pour ça, on a une ressource très pragmatique. Oui, le livre 10 points clés pour réussir de Jean-Philippe Tixier. Exactement. C'est un guide qui est basé sur plus de 200 cas réels, donc du très concret. Notre mission, c'est d'en extraire les outils, les changements de mentalité qui sont essentiels pour les entrepreneurs. Pour les indépendants, les patrons de TPE. Voilà. Pour tous ceux qui veulent passer, on va dire, du mode survie au mode prospérité. Oui, et je dirais même plus, il s'agit de passer d'une posture de technicien qui en fait subit son marché à une posture de dirigeant qui le construit. C'est un changement de perspective qui est énorme. Ah oui. Et c'est vraiment le cœur du propos de Tixier. Il s'adresse à ceux qui ont souvent la tête dans le guidon et qui ont besoin de prendre un peu de hauteur pour vraiment piloter leur activité, pas seulement l'exécuter. C'est un excellent point de départ. Justement, la première grande idée qui ressort du livre, c'est que ce métier de patron a radicalement changé. Il identifie 3 grandes secousses. Mhm. D'abord, la vitesse. La vitesse à laquelle les métiers, les techniques, les produits, tout évolue. Ensuite, le rôle du patron lui-même. Ce n'est plus un donneur d'ordre. Non. Il doit devenir un partenaire, un animateur. Et la troisième secousse, qui est peut-être la plus violente, c'est la concurrence. L'intensification de la concurrence. La formule du livre est très directe. Ah oui. C'est la stratégie la plus risquée aujourd'hui. Manger ou être mangé, c'est brutal quand même. Ça veut dire que même si on fait très bien son travail technique, on n'est plus à l'abri. Exactement. Le livre martèle une idée qui peut être un peu difficile à entendre pour certains. Laquelle? Le patron n'est plus seulement un excellent technicien. Ça ne suffit plus. Il doit devenir avant tout un manager. Et là, les compétences requises ne sont plus les mêmes du tout. On sort de la technique pure. Complètement. On parle d'avoir une vision, de savoir piloter une stratégie, d'animer ses équipes, de connaître son marché sur le bout des doigts et surtout de communiquer. Attendez, j'ai une statistique là qui est choc. 87% des faillites seraient directement causées par l'incompétence du dirigeant. C'est énorme. C'est énorme. On a tendance à toujours blâmer le marché, la conjoncture, mais là, le livre dit que le danger, il vient de l'intérieur. C'est brutal, mais c'est aussi un message d'espoir d'une certaine façon. Comment ça? Si le problème est interne, ça veut dire qu'on a les leviers pour le résoudre. Et c'est là qu'intervient une analogie que je trouve très puissante. Oui. Le manager moderne, c'est un pilote, un navigateur. Il n'est pas le mécanicien en chef dans la soute. Son rôle, c'est de fixer le cap, de gérer les turbulences et de garantir la sécurité du vol. J'aime beaucoup cette image du pilote. Mais c'est pas justement ça le plus difficile? Pour quelqu'un qui a, je sais pas, créé sa boîte de plomberie parce qu'il était le meilleur plombier du coin, comment il accepte de lâcher les outils pour prendre le manche? C'est tout le défi. C'est le syndrome classique de l'expert qui devient patron. Il était le meilleur pour faire une soudure, donc il va vérifier la soudure de tous ses employés. Et pendant ce temps? Et pendant ce temps, personne ne regarde la carte. Personne ne parle à la tour de contrôle. Personne ne pilote l'entreprise. Le livre nous force à nous poser la question. On veut être le meilleur mécanicien ou le meilleur pilote? On ne peut pas être les deux. Et le management, au fond, c'est ça. L'art de mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre la destination. D'accord. Donc, si on est pilote, il nous faut un tableau de bord, des instruments. Le livre en propose justement 3, qui sont décrits comme fondamentaux. Et, chose assez rare, ils ne coûtent rien en argent. Oui. C'est l'information, la formation et la délégation. Et ils sont totalement interconnectés, c'est un triptyque. Prenez l'information. Pour que l'équipe rame dans la même direction et surtout apporte des idées, il faut que chacun sache où on va. Et pourquoi? Et pourquoi, bien sûr. Il y a une phrase très juste dans le texte. Le mauvais management, c'est l'art de prendre de mauvaises décisions sur la foi d'informations incomplètes ou fausses. La rétention d'informations, c'est une erreur fatale. Le deuxième outil, la formation. On pense tout de suite à la compétence technique, mais ce n'est pas ça le plus important ici, si j'ai bien compris. Non, pas seulement. La formation technique, c'est un prérequis, on va dire. Mais la vraie différence, elle se fait sur la formation à la relation client. Ah d'accord. Une citation d'Antoine Riboud, l'ex-PDG de Danone, résume tout. Le vrai propriétaire de l'entreprise, c'est le client. Chaque collaborateur est un ambassadeur. Du coup, la formation doit infuser cette culture du client partout. Donc si on informe bien les gens et qu'on les forme bien, logiquement, l'étape suivante, c'est de leur faire confiance, non? J'imagine que c'est là qu'intervient le troisième outil, la délégation. C'est le point le plus sensible, et peut-être le plus culturel.
Ce qui est intéressant, c'est que le livre ne parle pas de déléguer des tâches. Il parle de déléguer sa confiance. La nuance est importante. Il est énorme. Il souligne cette tendance, très française, à la méfiance, au contrôle permanent. Or, ce micromanagement, c'est terriblement démotivant. Pour illustrer ça, il y a cette anecdote sur l'épitaphe de Dale Carnegie. Ah oui, elle est géniale. Il voulait qu'on écrive sur sa tombe « C.J. Dale Carnegie, qui réussit dans la vie car il suit s'entourer d'hommes meilleurs que lui ». C'est le contraire de l'ego du patron, en fait. C'est une leçon d'humilité incroyable. Et ça nous amène très naturellement à la suite. Car si on s'entoure de gens compétents et qu'on leur fait confiance, il y a une condition. Il faut que tout le monde sache vers où on va. C'est la première clé du livre. Exactement. Clé numéro 1, d'abord, où voulez-vous aller? La citation de Sénèque est parfaite. Il n'y a pas de vent favorable pour qui ne sait où il va. C'est ça. Sans destination, on n'est pas en voyage, on est juste à la dérive. Ce que je trouve intéressant, c'est la nuance apportée. L'important, ce n'est pas tant d'atteindre l'objectif à la virgule près, mais d'avoir un cap qui mobilise. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. Le livre propose un vrai processus d'introspection qui doit être mis par écrit. La première étape, la plus dure, c'est de se connaître soi-même. Évaluer lucidement ses forces, ses faiblesses. Pas seulement technique, j'imagine. Ah non. Financière, sa résistance au stress et même la perception que l'entourage a de nous. C'est un exercice d'honnêteté radicale. C'est comme faire son propre audit personnel, en fait, avant de faire celui de l'entreprise. C'est un peu ça. Ensuite, il faut définir ses buts personnels. Et là aussi, il faut être honnête. On cherche la gloire, l'argent, à être utile. On rêve d'une multinationale ou d'une petite équipe soudée. La réponse change tout. Et après le rêve, on passe au projet? Voilà. La dernière étape, fixer des objectifs chiffrés. Où on se voit dans 1 an, 3 ans, 5 ans. En chiffre d'affaires, en nombre d'employés. C'est ça qui rend la vision tangible. Et à ce sujet, le texte fait une distinction capitale, je trouve. C'est la différence entre la notoriété et la réputation. Ah oui, c'est subtil mais fondamental. On peut être très connu, mais pour les mauvaises raisons. C'est tout à fait ça. La notoriété, c'est être connu. La réputation, c'est être reconnu pour ses qualités. On peut avoir une grande notoriété et une réputation désastreuse. D'ailleurs, le livre le dit avec une phrase choc. On n'est jamais aussi connu qu'on le croit. On peut s'imaginer avoir une image formidable alors que le marché nous perçoit comme cher ou pas fiable. Travailler sa réputation, c'est un investissement de long terme. D'accord. Donc on sait où on veut aller, on sait quelle réputation on veut construire. La question suivante est évidente. Comment on y va? On arrive à la clé numéro 2, la stratégie. Et là, beaucoup de petits patrons se disent « Oula, la stratégie, c'est pas pour moi ça ». C'est pour les grands groupes. Grosse erreur. La citation de Clausewitz que reprend le livre est très éclairante. La stratégie, c'est l'art de se présenter en position de victoire, peu importe la taille de l'armée ou de l'entreprise. C'est une feuille de route en somme. Simplement, comment on va utiliser nos forces pour atteindre notre but? Le livre propose de la décomposer en 8 domaines, 8 stratégies. Ça peut paraître beaucoup, laquelle est la plus souvent oubliée par les patrons de TPE d'après le texte. Sans hésiter, la stratégie d'achat, on est obsédé par le prix de vente, la marge, mais on oublie que la qualité et la rentabilité se jouent en amont. C'est vrai. L'anecdote du grand cuisinier est parfaite pour ça. Pour faire un bon lapin à la moutarde, il faut d'abord un bon lapin et une bonne moutarde. On ne peut pas faire un produit exceptionnel avec des matières premières médiocres. Ça semble évident, mais Mais on tire sur la qualité des fournisseurs pour gratter quelques centimes. voilà. Et on dégrade sa réputation. Une autre qui me semble cruciale, c'est la stratégie de fidélisation. On dépense des fortunes pour trouver de nouveaux clients. Et on oublie ce qu'on a déjà. Absolument. Le livre le rappelle, fidéliser coûte beaucoup, beaucoup moins cher que de conquérir. Et ça ne concerne pas que les clients, ça concerne aussi les collaborateurs. Ah oui, le turnover. Ça coûte une fortune. Le livre résume cette double fidélisation en 4 verbes clés. Faire venir, faire acheter, faire revenir et le plus important, faire parler. Un client ou un collaborateur fidèle, c'est le meilleur commercial. D'accord, donc on a un patron pilote, une destination claire, une stratégie formalisée. Mais bon, entre le papier et le quotidien, il y a un monde. C'est là que le livre propose un concept plus opérationnel, les bases zéro. C'est un des passages les plus forts du livre, je trouve. C'est une philosophie de la qualité totale. C'est inspiré des modèles asiatiques, mais adapté pour nous. Ce n'est pas juste une checklist, c'est un système de pensée. Et quelle est la philosophie qui relie tous ces zéros? Qu'est-ce que ça change au fond? Le fil rouge, c'est de déplacer l'effort.
On passe de la correction à l'imprévention. La plupart des entreprises fonctionnent en mode pompier. On attend que le problème arrive pour le régler. On réagit, on n'anticipe pas. Exactement. La philosophie zéro, c'est de construire un système où les problèmes, ils n'arrivent pas. Zéro défaut, zéro panne, zéro accident. C'est toujours la même idée. Anticiper pour ne pas avoir à guérir. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Le premier, zéro défaut, ça ne veut donc pas dire qu'on ne fait jamais d'erreur. Non, ça veut dire qu'on vise à tenir sa promesse au client. La qualité, c'est pas une perfection abstraite, c'est livrer au client tout ce qui a été promis. Et le deuxième, zéro délai, suit la même logique. Il ne s'agit pas d'être le plus rapide, mais d'être le plus fiable. Mieux vaut promettre un délai réaliste et le tenir. Que de promettre la lune et être toujours en retard. La confiance se bâtit là-dessus, sur la fiabilité. Je voudrais qu'on s'arrête sur zéro stock. C'est séduisant, mais est-ce que c'est vraiment réaliste pour une petite entreprise? Si mon fournisseur a du retard et que je n'ai pas de stock, mon activité s'arrête net. C'est une excellente objection. Le livre ne prône pas une absence totale de stock de sécurité. Il combat le surstockage. C'est ça, le fléau. Le stock qui dort. C'est de l'argent immobilisé, de l'espace, un risque d'obsolescence, un coût énorme et caché. L'idée, c'est de travailler en flux tendu en bâtissant des relations de partenariat ultra solides avec ses fournisseurs. Le zéro stock n'est possible que si la stratégie d'achat est parfaite. L'un ne va pas sans l'autre. Et le dernier de ces zéros, c'est peut-être le plus important. Il est purement humain. Zéro mépris. C'est le ciment de tout le système. On peut avoir les meilleurs process du monde. S'il n'y a pas de respect entre les collaborateurs, avec les clients, les fournisseurs, tout s'effondre. C'est un poison. Un poison qui détruit la cohésion, la motivation et, à la fin, la performance. Sans zéro mépris, tous les autres zéros sont inatteignables. Toute cette philosophie est résumée par une phrase d'une simplicité désarmante. Faire bien du premier coup. C'est la synthèse parfaite. Ce n'est pas faire un peu à peu près et on corrigera plus tard, non. C'est une exigence de rigueur à chaque étape, qui, si elle est partagée par tout le monde, change radicalement la culture de l'entreprise et la perception du client. Alors si j'essaye de tout relier, le parcours proposé est finalement très logique. Tout part d'un changement de posture du dirigeant. Qui doit devenir un pilote. Ce pilote a besoin d'une destination claire, d'une stratégie pour l'atteindre. Et pour que le voyage se passe bien au quotidien, il applique cette philosophie de l'excellence, les bases zéro. C'est exactement ça. Et le point crucial, c'est que ce ne sont pas des concepts fumeux. Chaque point est une action concrète. Mettre par écrit sa vision, formaliser ses stratégies, mettre en place un entretien préventif pour le zéro panne. Ce sont des outils. Des outils pragmatiques. Le fil rouge, c'est la conviction qu'une entreprise durable se construit sur deux piliers. La satisfaction absolue du client et l'implication totale des collaborateurs. La discussion a été passionnante. Et pour finir, comme toujours, une pensée pour la route. Le livre nous donne une boîte à outils formidable pour maîtriser les aspects internes de l'entreprise. Mais ça soulève une question. Une fois que tout est parfaitement huilé à l'intérieur, comment une petite structure, même excellente, peut-elle développer l'agilité pour encaisser les chocs externes? Les chocs imprévisibles. Une crise économique, l'arrivée d'un concurrent qui casse tous les codes, un changement de réglementation? Ça ouvre une réflexion sur la résilience, sur cette capacité à s'adapter face à ce qu'on ne peut pas contrôler.